Écoutez, Radio Mali, il est 7 heures à Bougouni, c'est l'heure de votre journal. Le journal, Agibou Koulibaly. Les titres. Le président togolais Faure Gnassingbé a effectué hier une visite d'amitié et de travail au Mali. Les interventions ont porté sur la coopération entre les deux pays, les sujets d'intérêt commun. On en saura plus avec Sira Batili en début de journal. Dans le dossier rétrospectif de l'année 2022, aujourd'hui, nous parlerons de l'énergie. 53%, c'est le taux national d'électrification au Mali. Un taux qui atteindra 58% cette année selon la Direction nationale de l'énergie, avec comme finalité faciliter l'accès des Maliens à l'électricité de façon durable et à moindre coût pour satisfaire ce besoin vital. De nombreux projets énergétiques ont été exécutés et inaugurés l'année dernière. Cette année, la construction de 2 nouvelles centrales solaires doit débuter. Les détails à suivre avec Brahma Traoré. À l'international, à Rome, le pape François préside aujourd'hui les obsèques de Benoît XVI, une première dans l'histoire récente de l'Église. Et en sport, le collectif des 4 candidats à l'élection de la Fédération malienne de basketball a animé un point de presse hier. Et en football, la 4e journée du championnat national de football féminin a démarré hier également. La page des sports à suivre avec Abdul Karim Kaba. Et enfin, la chronique judiciaire portera sur l'huissier commissaire de justice. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bonjour et bienvenue. Nous sommes jeudi 5 janvier 2023, comme annoncé dans le sommaire. Visite de travail et d'amitié du président togolais Faure Gnassingbé a effectué hier une visite d'amitié et de travail au Mali. Il a été accueilli par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec tous les honneurs. Les deux chefs d'État se sont entretenus par la suite à Koulouba. Entretien élargi aux 2 délégations. Pas de déclaration officielle à la presse, mais selon le communiqué de presse du Togo, les interventions ont porté sur la coopération entre les 2 pays, les sujets d'intérêt commun. À la fin de la séance de travail, le président togolais, en réponse à la presse, dit revenir bientôt au Mali et faire une déclaration. Faure Gnassingbé, il faut le rappeler, est le médiateur dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Sira Batili. La trajectoire de la coopération africaine se poursuit au Mali. Sur les traces de ses homologues, le président togolais Faure Essozima Gnassingbé vient à la rencontre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Premier pas d'une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Il est accueilli ce mercredi 4 janvier 2023 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou avec tous les honneurs. Après l'exécution des hymnes nationaux, la présentation des corps constitués, direction la loge du pavillon présidentiel pour la traditionnelle bienvenue et la séance photo. Les 2 chefs d'État se sont ensuite rendus au palais présidentiel de Koulouba. Ils se sont entretenus en tête-à-tête quelques 30 minutes avant de rejoindre les délégations pour une séance de travail. Et selon le communiqué de presse de la présidence du Togo, cette séance a porté sur la coopération entre les 2 pays et les sujets régionaux d'intérêt commun. Le même communiqué indique que les 2 présidents ont évoqué la paix, la sécurité et l'intégration régionale. Pas de déclaration à la presse. À sa sortie des différents entretiens, l'on retient cette promesse de revenir bientôt au Mali. Un tour à Bamako aujourd'hui, on peut savoir les raisons de votre déplacement. Je reviendrai, je fais une belle déclaration. Merci. Un message d'espoir pour le maintien d'une bonne coopération et peut-être de dénouement de l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Même si on ne le dit pas officiellement, c'est connu, le président togolais est le médiateur dans l'affaire des 49 soldats où la diplomatie compte jouer sa partition, même si la justice a déjà fait son travail. Le président de la transition a accompagné Faure Gnassingbé à l'aéroport. Son tweet après son départ, je cite,
Je remercie le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et le peuple malien pour l'accueil chaleureux reçu ce jour à Bamako. Cérémonie de décoration hier à Koulouba. Le grand chancelier des ordres nationaux a, au nom du président de la transition, élevé au grade d'officier de l'ordre national, de chevalier de l'ordre national et de médaillé du mérite national avec effigie Lion debout 126 personnes. La cérémonie a regroupé autour des récipiendaires, parents et amis. Le reportage de Salima Tadao. C'est sur la base d'un décret présidentiel que cette cérémonie a lieu. Le grand chancelier des ordres nationaux décore ainsi, au nom du chef de l'État, colonel Assimi Goïta, 126 Maliens. Ce sont des hommes et des femmes de différentes générations ayant comme tant d'autres servi avec loyauté la mère patrie. Général Amadou Sarafourou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux. Chacun d'entre vous doit sa distinction à ses efforts personnels au service de la collectivité, au sacrifice quotidien librement consenti et partout où le devoir patriotique l'a appelé. Souffrez que je vous cite ce proverbe qui dit « Mieux toute l'importance à accorder au mérite. Celui qui sait apprécier le mérite se plaît avec celui qui en a. Celui qui est dépourvu de qualité n'aime pas les hommes de mérite. L'abeille va de la forêt sur le lotus, mais il n'en est pas ainsi de la grenouille qui reste toujours à la même place. 3 types de médailles ont été décernés. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali. Ils sont professeurs d'enseignement supérieur, membres des Assises nationales de la Refondation, de la commission de rédaction du projet de la nouvelle constitution ou encore commandants de région, entre autres. Ils sont 13 à être élevés au grade d'officier de l'ordre national. 98 personnes ont reçu la reconnaissance de l'État par l'attribution à elles de médailles de chevalier de l'ordre national. Et 15 sont désormais médaillés du mérite national avec effigie Lion debout. En retour à cette reconnaissance du mérite, les récipiendaires adressent leurs remerciements aux autorités de la transition. Le colonel à la retraite Abdoulaye Diarra, représentant des récipiendaires. Elles sont pour nous une marque d'appréciation des efforts fournis que la nation malienne vient de justifier à sa juste valeur. Nous souhaiterions que cet acte de reconnaissance soit une opportunité élargie à tous les fils du pays pour les travaux effectués. Ces médailles doivent être une source de motivation à un don de soi encore plus important pour le Mali, dira le grand chancelier des ordres nationaux. En ce début d'année, le général Sarafourou Gueye a souhaité une année prospère et de paix pour le Mali. Nous arrivons au grand format de ce journal. 53%, c'est le taux national d'électrification au Mali. Un taux qui atteindra 58% en 2023 selon la Direction nationale de l'énergie, avec comme finalité faciliter l'accès des Maliens à l'électricité de façon durable et à moindre coût. Pour satisfaire ce besoin vital, de nombreux projets énergétiques ont été exécutés et inaugurés en 2022, dont le barrage hydroélectrique de Gouina et la révision de la centrale de Sélingué. D'autres ont été également lancés, notamment le projet de Taoussa, d'une capacité de 25 MW. En 2023, la construction de 2 nouvelles centrales solaires doit débuter. Pour en savoir plus sur ces grands projets énergétiques, nous sommes allés à la rencontre de la directrice nationale de l'énergie. C'est le dossier rétrospectif de l'année 2022, signé Brahma Traoré et Idrissa Dambélé. Si l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, le champ énergétique au Mali en 2022 a bien poussé et a même donné des fruits, malgré les besoins de plus en plus croissants de la population en énergie. La meilleure illustration est l'inauguration le 3 décembre 2022 de l'ouvrage emblématique de Gouina dans la région de Kaya. Le barrage hydroélectrique de Gouina est une infrastructure sous-régionale qui va améliorer l'approvisionnement en énergie du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Ces 3 pays sont les bénéficiaires du projet
d'un coût de plus de 280 milliards de francs CFA. Madame Tera Aminata Fofana est la directrice nationale de l'énergie. C'est une centrale hydroélectrique sous-régionale de capacité 140 MW. C'est divisé entre les 3 pays, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. Donc ça va renforcer la capacité de production de la société EDM. Si la centrale hydroélectrique de Guyana tourne en plein régime depuis ce 3 décembre 2022, celle de Sélégué en fait également. Cette dernière a reçu en 2022 un coup de lifting avec comme résultat l'augmentation de sa capacité de production. Dans le cadre de cette révision est faite par les agents même de l'EDM, qu'on a pu augmenter la capacité de production de la centrale. Donc, dans ça, on a raccordé Kangaba et Goulessibougou sur le réseau interconnecté. Ça va diminuer aussi le coût d'exploitation un peu des centres isolés de la société EDM et ça. Une quinzaine de localités tout au long de ces 2 cercles aussi ont été électrifiées. C'est 100 MW de Sirakoro. Et là, c'est une centrale thermique qui aujourd'hui est presque finie. Ça, il faut le dire, on est à 99,9%. On a aussi relancé la construction du projet de Taoussa. Ça, c'est très, très important. C'est un barrage de 25 MW et c'est hydraulique. Vous savez, les sources hydrauliques vraiment sont plus importantes que vraiment les autres sources thermiques. Et vraiment, c'est avancé aujourd'hui. Avancé aujourd'hui, tout comme d'autres grands projets, dont les lignes de transport d'énergie. En termes simples, c'est le mouvement massif d'énergie d'un site de production à un poste électrique. La ligne Sikasso-Bougouni-Sarangoroba sera terminée et Bougouni sera raccordé sur le réseau interconnecté. C'est un centre isolé qui coûte beaucoup à l'IDM. Donc, ce centre sera retiré comme isolé. Ça sera sur le réseau interconnecté. Ça va diminuer un peu le coût d'exploitation aussi de la société. En plus de ça, il y a 8 localités qui seront raccordées. Il y a Niena, il y a Koumantou, il y a Kilea, il y a Sido, il y a Zantebougou, il y a Kolondjeba, et puis il y a Sarangoroba et Djalakorobougou. En 2023, toutes ces localités, à cause de cette ligne, seront raccordées. Et c'est les localités de production même. La CMDT est dans ces zones-là. Donc ça va soulager aussi la CMDT aussi qui est sur les thermiques. Manantali 2 aussi va avancer beaucoup. Et les localités qu'on a commencé dans le cadre du barrage de Guyana seront électrifiées. 60 localités seront électrifiées. Les travaux seront finis en 2023. On a le projet de centrale solaire 2023. Ça, c'est pour vraiment améliorer le mix énergétique, c'est-à-dire pour diminuer la part du thermique. Donc, on va commencer la construction d'au moins 2 centrales solaires à l'année 2023. En 2023 également, les efforts seront portés sur la valorisation du potentiel d'énergie à Kaya à travers l'opérationnalisation d'une ligne de transport électrique. Du constat du département de tutelle, la première région concentre assez de centrales électriques. La ligne du Malantali 2 même, qui va de Malantali, l'ancien barrage hydroélectrique jusqu'à Kati. Là-bas, il y a beaucoup de centrales à Kaya. Nous avons la centrale Bator, nous avons la centrale de Guyana, nous avons la centrale de Felou, nous avons la centrale de Malantali et puis la centrale solaire de Kita. Donc, toutes ces centrales sont dans cette zone. Donc, avec cette deuxième ligne, on va pouvoir acheminer toutes ces productions vers Bamako. Un projet d'énergie, ce n'est pas en une année que ça peut terminer, mais en 2 ans. C'est de 2 ans jusqu'à 3 ans. Mais quand même, à la date d'aujourd'hui, tous ces grands projets sont vraiment à un taux satisfaisant. Un taux satisfaisant obtenu grâce au suivi régulier de ces projets énergétiques par la Direction nationale de l'énergie et ses partenaires. Des projets qui, une fois achevés, feront le grand bonheur des populations. Madame Tera Aminata Fofana est la directrice nationale de l'énergie. La finalité de tous ces projets, c'est pour augmenter le taux d'électrification du pays. Aujourd'hui, nous sommes à 53% national. Donc, en 2023, avec tous ces projets, nous attendons 58%. Donc, l'objectif de l'ODD, c'est en 2030 qu'il y ait l'énergie pour tous et durable et à moindre coût. C'est vrai, on ne va pas atteindre cet objectif-là. Ça va être très, très difficile, mais quand même, nous allons nous rapprocher de l'objectif avec le développement de tout ce que je viens de citer. Vraiment, c'est pour booster le taux d'électrification du pays et pour satisfaire les besoins énergétiques et le développement socio-économique. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de développement. Cette évidence sonne comme un défi à relever pour le département en charge de l'énergie, un secteur dans lequel de gros investissements sont consentis afin de faire de l'électricité un droit pour tous et non un luxe. À 7h passées de 14 minutes, l'actualité hors du Mali. Tout d'abord au Tchad, Idriss Youssouf Mboy, personnage controversé,
de la scène politique tchadienne a été nommé directeur de cabinet du chef de l'État. Une nomination qui alimente les conversations depuis hier et qui va modifier les équilibres au sein du pouvoir. Secrétaire particulier de Mahamat Idriss Déby depuis son accession au pouvoir, Idriss Youssouf Mboy est tombé en disgrâce en juillet dernier quand a éclaté une affaire de détournement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au sein de la Société des hydrocarbures du Tchad. La Tanzanie a signé mardi dernier un contrat de 2,2 milliards de dollars pour achever le dernier tronçon d'un immense projet ferroviaire devant relier dès 2026 Dar es Salaam au Burundi et la RDC. La Tanzanie se pose ainsi en concurrent du Kenya qui ambitionne lui aussi de devenir la porte de sortie de l'Afrique de l'Est. À Rome, les obsèques du pape Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier, se déroulent ce jeudi sur la place Saint-Pierre sous l'autorité de son successeur François. Une image inédite qui invite à se poser la question de l'avenir de la fondation papale. La cérémonie solennelle mais sobre selon le Vatican doit débuter à 8h30 temps universel en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. La messe sera plus exactement célébrée par le doyen du collège des cardinaux. Enfin, la Chine sous-estime largement le nombre de décès du Covid en Chine selon l'OMS avant taxé de complaisance à l'égard de Pékin. L'agence n'hésite plus à dire que les chiffres transmis par les autorités chinoises ne collent pas. Conséquence, alors que Pékin menace de représailles les pays qui prennent des mesures sanitaires à l'égard des voyageurs chinois. L'OMS approuve la mesure. De son côté, l'Union européenne recommande à tous ses membres des tests pour les voyageurs en provenance de Chine. À présent, la page des sports. Il sera question de la chronique, la leçon de sport du jour. Aujourd'hui, place à la reprise de jeux en football. Sur un tout autre plan, le collectif des 4 candidats à l'élection de la Fédération malienne de basketball a animé un point de presse hier. Et en football, la 4e journée du championnat national de football féminin a démarré hier. Le développement de la page des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba. Démarrons cette page de sport par le football féminin. La 4e journée du championnat national de football féminin a démarré hier. L'AS Real de Bamako a dominé les Tigresses par 8-0. À Sikasso, l'AS Momo tombe 0-1 devant les Cypriens d'Amdalaï. L'USFAS gagne 2-1 face à Amazon Commune 5. À Mopti, Soudoubaba s'impose par 2-0 devant Badigna FC. À Koulikoro, victoire à déplacement de l'AS Mandé de la Commune 4, 9-0 devant l'entente sportive de Sirakoro Mekitana. Cet après-midi, il y aura la rencontre Centro UFC et AS Police. Basketball, le collectif des 4 candidats à l'élection de la Fédération malienne de basketball a animé un point de presse hier. L'objectif est d'informer l'opinion sur la conduite à tenir après les travaux du 9e conseil électif de la Fédération malienne de basketball. Le collectif félicite le président élu et se dit prêt à accompagner le nouveau bureau fédéral dans sa mission. Sragatou Sissé pour les détails. Moins d'une semaine après l'élection à la présidence de la Fédération malienne de basketball, couronnant Maître Jean-Claude Sidibé, les 4 candidats formant un collectif se sont retrouvés pour rencontrer la presse. Prenant à témoin le peuple malien, le collectif félicite le président élu et son bureau. Moussa Ismaïla Touré, porte-parole du collectif de la Fédération malienne de basket. Nous avons à l'unanimité décidé tout d'abord de prendre acte des résultats de l'élection et mieux, nous félicitons le président qui a été déclaré élu et toute son équipe et nous les exhortons à faire du basketball malien l'unique priorité de leur mandat. La page de l'élection tournée, le collectif dit se mettre au service du basket malien. Place à présent à la chronique, la leçon du sport du jour. Le numéro de ce jeudi porte sur la loi 8 du football intitulée Coup d'envoi et reprise du jeu. La chronique, la leçon du sport du jour, c'est avec Isaac Tchenou. Le football est marqué par des moments d'arrêt et de reprise. La reprise de jeu obéit à des règles et principes. Toute reprise part du coup d'envoi. Ibrahim Aboukita Aïdara, instructeur national des arbitres,
nous donne des précisions. Le coup d'envoi permet de débuter chaque période d'un match, chaque période de la prolongation et de reprendre le jeu après qu'un but a été marqué. Les coups francs, directs ou indirects, les pénaltys, les rentrées de touche, les coups de pied de but et les corners sont d'autres reprises du jeu. Une balle à terre est une manière de reprendre le jeu. Si le coup franc est une manière de reprendre le jeu, la différence de coup franc est clairement indiquée par l'arbitre. L'arbitre signale un coup franc indirect en levant le bras à la verticale, tandis que sur un coup franc direct, il tend le bras horizontalement. Il faut préciser qu'une faute commise pendant que le jeu est arrêté ne modifie pas la façon de reprendre, nous dit Ibrahim Aouagine Aïdara. Une infraction commise alors que le ballon n'est pas en jeu ne change en rien la façon dont le jeu doit reprendre. Par exemple, lorsque l'arbitre siffle un corner, avant que le corner ne soit joué, un joueur donne un coup de pied à son adversaire. Alors selon la loi, le jeu sera toujours repris par un corner, mais le joueur fautif sera expulsé du terrain pour une attitude violente. Après une interruption temporaire du match provoquée par une cause non stipulée dans les lois de jeu, le match doit être repris par une balle à terre. Chronique judiciaire. La chronique de ce jeudi aborde la fusion en une seule entité du corps d'huissier de justice et celui de commissaire-priseur pour donner l'huissier commissaire de justice. Si l'huissier a pour mission d'exécuter les décisions de justice, les commissaires-priseurs ont pour rôle de diriger les ventes aux enchères publiques. Chronique judiciaire, une réalisation en rediffusion d'Adama Dimdé. L'huissier est un auxiliaire de justice qui dispose de pouvoirs légaux pour faire exécuter le paiement d'une créance. Il s'assure que les créanciers reçoivent l'argent auquel ils ont droit selon le tribunal. Aussi, l'huissier exécute les décisions du jugement. Si une personne condamnée par le juge à payer une somme refuse, l'huissier peut saisir son capital, ses revenus, ses biens mobiliers et immobiliers. Le commissaire-priseur est aussi un auxiliaire de justice. Par contre, ce dernier dirige la vente publique aux enchères des biens. Cette vente permet l'établissement du juste prix par la confrontation transparente entre l'offre et la demande. La fusion de ces deux entités en huissier commissaire de justice a permis de renforcer davantage leur capacité opérationnelle sur le terrain. Maître Boubacar Namakoro Diallo, président de l'Ordre des huissiers commissaires de justice de Mali. La fusion a permis aux huissiers de faire des prisées, des ventes aux enchères, et aux commissaires de priseurs de faire des saisies et autres. Donc notre activité principale, c'est l'exécution des décisions de justice, établir les constats matériels, surtout quand il n'y a pas de dommages corporels. Pour avoir accès au service de l'huissier commissaire de justice, les conditions sont toutes simples, physiquement aussi bien que virtuellement. Il y a un site dédié aux huissiers sur les réseaux sociaux et tout. Et ensuite, il y a un bureau de l'ordre des huissiers. Et les huissiers aussi sont représentés à travers le territoire national. Chaque huissier de justice a un cabinet qui est bien connu. Donc saisir un huissier, soit sur les réseaux, c'est-à-dire que les adresses sont connues, toujours passer par un cabinet, c'est toujours mieux. Parce qu'il y a la confusion souvent entre certains agents immobiliers qui disent maître, qui se considèrent comme des huissiers, et les huissiers proprement dit. Donc le distinguo est très clair. Les huissiers sont des professionnels de droit qui appartiennent à la famille judiciaire. Tout comme les notaires, les avocats, ils ont des cabinets bien précis situés sur le territoire. L'accès à l'huissier de justice est très facile. Vous avez une décision de justice, le cabinet de l'huissier est ouvert. Vous avez un problème par rapport à une constatation donnée, par exemple, vous avez eu des dégâts par rapport à la pluie, ceci, cela, vous passez sans contrat, vous allez voir un huissier de justice, vous lui exposez son problème, c'est un professionnel de droit et c'est la réponse adéquate à donner. Les honoraires de l'huissier commissaire de justice sont réglementés par la loi de façon précise. Maître Boubacar Namakoro Diallo, président de l'Ordre des huissiers commissaires de justice de Mali. Chaque acte qu'on pose, il y a un tarif bien défini par rapport au tarif des huissiers. Normalement, si on prend le recueil des textes usuels du Mali, dans ce recueil-là, tous les frais de justice sont énumérés dedans. Et les tarifs de justice sont énumérés aussi dans le recueil des textes usuels. Maintenant, sauf que souvent, de commun accord, vous pouvez discuter compte tenu de la distance et cela, pour améliorer un peu les frais. Pour ça, c'est une volonté commune des parties. La compétence territoriale des huissiers est fonction des zones de couverture des cours d'appel de Bamako, Mopti et de Caille. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 23 minutes à Kita. Sa mise en onde est assurée par Alou Koulibaly.
Réalisation et coordination Ousmane Daou, un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et toute son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Djenaba Doumbia, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons toujours que la force du Mali Koura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour. Et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.